Le 19 septembre dernier, l'armée d'Azerbaïdjan lançait une offensive militaire sur l'enclave arménienne du Haut-Karabakh, un territoire revendiqué par Bakou depuis des années. Conséquence, près de 100 000 personnes ont fui le territoire pour l'Arménie. L'Arménie qui dénonce un nettoyage ethnique. 2 mois après, quelle est la situation sur place? Quelles sont les conséquences de cette offensive sur le plan international? Nous en parlons avec mes invités. J'accueille ce soir Élise Bogossian, fondatrice de l'ONG Elise Care. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes allée il y a quelques semaines en Arménie, tout près du Haut-Karabakh. Nous allons y revenir. Et puis à vos côtés, Tigran Yegavian, professeur relations internationales à l'université Schiller à Paris. Merci également pour votre présence ce soir. Vous allez donner une conférence à la maison diocésaine de Monaco, Arménie, peuple en danger de mort. Alors Élise Bogossian, nous vous avions reçu ici même fin septembre. Vous deviez partir en Arménie. Vous y êtes allé? Qu'avez-vous vu? Je suis arrivée le lendemain. C'était au moment où le Haut-Karabakh se vidait de sa population et on n'y croyait pas. On n'y croyait pas. On pensait jusqu'à la dernière minute que les Arméniens pourraient rester chez eux. Ils ont été chassés comme des chiens, pour reprendre l'expression du président Aliyev. Et de voir toute cette population se vider en 48 heures, arriver dans les villages et les villes frontalières, c'était évidemment bouleversant parce que c'est toute une population qui était déjà sous blocus depuis 10 mois, terrorisée, affamée, fragilisée, traumatisée. On n'a rien pu faire à part les accueillir. Elles ont été prises en charge, ces personnes, par l'Arménie directement? Globalement, oui, les besoins sont plus ou moins bien couverts. Ils sont répartis sur plusieurs villes, dans le nord, dans l'est, autour du lac Sevan et dans la plaine d'Ararat. Et puis, il y a des pensions qui sont versées par famille, par le gouvernement arménien. Elles sont logées? Pas tous, beaucoup d'Arméniens. Il y a une solidarité naturelle qui s'est mise en place où les familles arméniennes ont accueilli des réfugiés. Et puis là, avec l'hiver qui s'annonce très froid, c'est vrai que c'est très difficile. Les enfants ont été intégrés dans les écoles, les dispensaires commencent à être surchargés, il n'y en a pas partout, il y a des déserts médicaux sur les villages frontaliers. Ça reste très chaotique. Alors vous avez fondé l'ONG Elise Care, vous apportez une aide médicale, psychologique à ces Arméniens. Vous avez mis quelque chose en place là-bas? Alors, on a mis en place une aide d'urgence, puisqu'il fallait tout de suite être capable de les accueillir. Et nous avons sur place des cliniques mobiles en place et des médecins qui travaillent avec nous. Donc, on a été obligés de faire preuve d'agilité, d'aller nous rendre plutôt là où ils étaient. On a installé une clinique mobile tout récemment dans le sud de l'Arménie, dans le Sunik en particulier, puisque c'est une région qui est très convoitée par l'Azerbaïdjan, qui fait partie des prochaines cibles, des prochaines revendications de l'Azerbaïdjan. Et là-bas, il y a effectivement beaucoup de réfugiés mêlés parmi la population arménienne dans des villages où il n'y a pas de dispensaire. Alors c'est un conflit qui n'est plus du tout médiatisé en ce moment. On a l'impression presque que c'est terminé. Que se passe-t-il sur place militairement? Est-ce qu'il y a encore des armes? Est-ce qu'il y a encore des combats? Non, il n'y a pas de combat puisqu'il y a une capitulation complète, les Arméniens sont partis et on n'en parle plus. Évidemment, c'est comme, vous savez, ces guerres qui laissent place ensuite au désespoir et à la détresse et à la précarité. Aujourd'hui, c'est une situation humanitaire assez complexe parce que effectivement, on n'est pas dans les millions de réfugiés qu'a eu la Syrie ou le Yémen ou l'Éthiopie avec les déplacés internes en masse, ce qui fait qu'on considère peut-être que c'est une petite crise. Voilà. D'accord. Tigran Yegavian, comment l'Arménie peut-elle intégrer autant de personnes, environ 100 000 personnes qui ont fui le Haut-Karabakh? L'Arménie est un pays enclavé, un pays extrêmement vulnérable, qui subit en fait l'onde de choc de la guerre en Ukraine. Parce que la guerre en Ukraine a vraiment bouleversé un rapport de force qui n'était déjà pas très à la faveur de l'Arménie, puisque l'Azerbaïdjan est un pays qui sait parfaitement négocier ses alliances et ses soutiens. Et pour le coup, il faut quand même dénoncer le comportement de la Russie qui était censée protéger les Arméniens du Haut-Karabakh, puisqu'un contingent de 2000 hommes, de soldats, de forces de maintien de la paix, d'interposition, devait les protéger, leur intégrité. Je n'ai pas dit que c'est simple, mais pour le coup, ils se sont coordonnés avec l'Azerbaïdjan par lequel transitent les exportations d'hydrocarbures russes. Alors il y a une immense tartufferie parce que nous en Europe,
on dénonce à juste titre les crimes de guerre de la Russie en Ukraine, mais on achète en fait du gaz qui n'est pas azéri, russe, mais qui est estampillé azerbaïdjanais. Comment expliquer que la Russie n'ait pas bougé? La Russie, elle a deux projets, si vous voulez. Le premier, elle considère que les Arméniens, les Azéris sont leurs gens, c'est-à-dire sont des vassaux, ne sont pas des alliés. Et l'Arménie est une variable d'ajustement. C'est-à-dire que, alors ça, c'est le premier argument, c'est s'allier au plus fort parce qu'il y a une dépendance accrue vis-à-vis de l'Azerbaïdjan. Le deuxième aussi, c'est envoyer un message au gouvernement arménien, qui est un gouvernement de plus en plus pro-occidental, qui s'éloigne de plus en plus de la sphère d'influence russe, mais qui n'a pas les moyens complètement de s'affranchir. Et donc, à chaque fois que Erevan fait un pas en faveur des Européens et des Américains, bah, ça irrite considérablement la Russie, qui veut faire payer, porter le chapeau au gouvernement arménien du désastre de cette guerre et de ce nettoyage ethnique afin de renverser ce pouvoir par un gouvernement qui serait favorable à Moscou. Élise, vous ressentez ce besoin de la part de la population arménienne de se rapprocher de l'Occident? Les Arméniens se sentent tellement trahis par la Russie que oui, en fait, ils ne voient personne d'autre capable de les sauver que l'Occident. Mais en fait, la France a été la seule à soutenir l'Arménie, mais est-ce qu'elle suffit dans l'équation? Non, les Arméniens restent isolés, ils sont coupés, ils sont vraiment en danger de mort aujourd'hui, puisqu'il reste un tout petit morceau de territoire qui constitue peut-être 10% de l'Arménie historique, qui est aujourd'hui vraiment caillou dans la chaussure entre une Turquie et un Azerbaïdjan. C'est un pays qui n'est pas en sécurité, c'est ce que vous voulez dire? Non, il n'est pas du tout en sécurité. Tigrane, la voie diplomatique a pris le dessus aujourd'hui. L'Arménie et l'Azerbaïdjan discutent pour délimiter une frontière. Disons que le problème, c'est que l'Azerbaïdjan se comporte comme un enfant gâté, qui veut toujours plus, qui avance toujours plus, profitant d'un contexte qui lui est extrêmement favorable, profitant aussi de l'indifférence relative de ce conflit qui est éclipsé par le drame qui se passe en Israël, Palestine. Et donc, effectivement, elle a trois revendications. La première a été obtenue, anéantir les Arméniens du Karabakh, qui était un État, c'était un État, certes non reconnu, on a assisté à un anéantissement d'un État, c'est quelque chose de jamais vu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc c'est sans précédent et il faut impérativement sanctionner. Donc tant que l'Azerbaïdjan ne sera pas sanctionné, en tout cas si on continue à importer ces hydrocarbures, si on ne, par exemple, on n'annule pas son siège de membre du Conseil de l'Europe, ils continueront. Les négociations diplomatiques ont lieu sur le tracé de la frontière, mais le problème c'est que les Azéris veulent ouvrir une nouvelle boîte de Pandore, parce que vous avez dans le territoire arménien des petites enclaves. Officiellement, ce sont des villages qui étaient anciennement azerbaïdjanais. À l'époque soviétique, c'était des frontières qui n'étaient pas internationales, et ils voudraient les récupérer. Donc ils mettent la pression pour récupérer ces enclaves par la force, mais leur vrai objectif, c'est d'annexer le sud de l'Arménie, parce que c'est par là que transiteraient les futures voies d'énergie, de communication, c'est pour des questions de richesse, qui transitent par la Turquie. Nous vivons en fait une troisième guerre mondiale pour les énergies, et l'Arménie n'est qu'un petit pion dans un grand échiquier, un grand jeu, qui en fait occupe plusieurs grandes puissances. Nous vivons un contexte aussi de vide sécuritaire, puisque vous n'avez plus de grands arbitres qui permettent de réguler les conflictualités. Donc les États-Unis sont plus faibles, les Russes sont beaucoup plus faibles, même s'ils restent quand même assez puissants dans la région. Donc ça profite à des acteurs régionaux, Azerbaïdjan, Iran, Turquie, de faire avancer leurs pions, et l'Arménie, qui est le plus faible, bien sûr, fait les frais de cette géopolitique des empires. Et oui, il y a une vraie menace existentielle, parce que le but de l'Azerbaïdjan, c'est de dévitaliser complètement l'État arménien pour en faire un État non viable. Et qui dit État non viable dit la population va fuir massivement, et ma hantise, c'est que l'Arménie soit complètement annexée. Alors quelle serait la solution pour instaurer une paix durable? Déjà, il faut impérativement que justice soit faite pour sanctionner un comportement, on va dire, terroriste, parce que le blocus humanitaire qui s'est déroulé pendant 9 mois a été une vraie arme de guerre, une vraie forme de terrorisme d'État. On a la question des prisonniers, elle est très grave. Beaucoup de prisonniers arméniens croupissent dans les geôles de Bakou dans des situations effroyables, sans aucune médiatisation. Et on a les prisonniers politiques aussi, puisque toute l'élite politique de la République du Haut-Karabakh a été arrêtée et transférée à Bakou. Donc il y a vraiment un besoin d'exercer une pression maximale sur ce régime pour qu'il puisse comprendre un petit peu quelles sont les lignes rouges. Et après, bien entendu, il faut arrêter d'acheter du gaz azerbaïdjanais, qui, soit dit au passage, c'est 3 à 4% de la consommation de l'Union européenne. C'est pas quelque chose d'énorme. Et comprendre aussi que vous avez le panturquisme. Le panturquisme, c'est quoi? C'est l'Azerbaïdjan et la Turquie qui sont en fait un peuple, une nation en deux États, qui ont un vrai dessein d'expansionniste
au détriment des démocraties occidentales. Donc ce qui se passe, c'est un vrai test pour savoir si l'Union européenne, elle est cohérente avec elle-même et son discours humaniste. Ou si elle se couche, si vous voulez, sur le bon vouloir des dictateurs, et ben c'est un message extrêmement négatif qu'on envoie aussi à nos propres opinions publiques. Et donc c'est du carburant pour le national-populisme, par exemple. Donc il y va aussi de la survie de notre propre modèle que de soutenir la seule démocratie de la région qui est l'Arménie. Alors Élise Bogossian, quel est l'état d'esprit des Arméniens? Sont-ils résignés, rancuniers? Ont-ils une envie de vengeance? La grande majorité est en dépression. Ils sont en dépression post-traumatique, ils sont complètement traumatisés, ils ont peur. Les familles à peu près normales, qui ont un peu de sous, ne veulent qu'une chose, c'est quitter le pays. La situation est dramatique parce qu'en fait, vous avez, même si vous n'avez plus le bruit des armes aujourd'hui, vous avez une population qui n'a envie qu'une chose, c'est de fuir. Donc c'est un peu une deuxième façon de mourir pour les Arméniens. Et d'un point de vue humanitaire, alors il y a bien sûr des ONG, beaucoup d'ONG qui sont présentes, une diaspora très impliquée, très investie, parce que pour nous, ça réactive une blessure ancienne qui est celle du génocide, du grand génocide de 1915. Et ce qu'on vit là, c'est la suite, c'est la poursuite de ce nettoyage ethnique. Donc il y a toute la diaspora mondiale, hein, c'est 12 millions de personnes qui sont en choc. Et c'est un vieux traumatisme qui se réveille. Donc, en fait, il y a une espèce voilà, il y a toutes ces énergies avec cette envie de faire, d'aider, de sauver l'Arménie, mais sur place, une Arménie à genoux, complètement fragilisée, à plat. Et vraiment, on est très inquiets. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de TV Monaco et merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, les prévisions météo, suivies de votre série The Last Shot, c'est à partir de 20h30. Moi, je vous souhaite une excellente soirée avec TV Monaco et à demain.